Cool. Voilà, et bonjour à tous. Vous avez eu chaud aujourd'hui, mais là vous avez eu chaud, mais enfin bon, c'est du beau temps quand même pour se balader. Alors merci aux organisateurs, je ne sais pas où ils sont, merci peut-être à Raoul et à d'autres qui me donnent cette opportunité d'aborder avec vous cette problématique, on va l'appeler comme ça, de la qualité des eaux de surface et de sources. Et au travers de l'exemple peut-être de ce petit ruisseau de Wavreil, qu'on appelle le Ris d'Anfo, qu'on appelle aussi le Ris des Rouagnes. Vous allez voir, c'est un exemple un petit peu particulier, mais finalement qui illustre assez bien ce qu'on trouve partout, à peu près partout. Et ce que je vous dis là ne repose pas sur des lectures ou sur des perceptions subjectives. Ça repose sur un travail de pas mal d'années réalisé au sein d'associations comme les naturalistes de la Haute-Lesse, dont vous avez peut-être déjà entendu parler, comme le centre d'initiation à l'écologie de Hans-sur-Lesse, et puis aussi dans le cadre du contrat de rivière qui a été initié par les naturalistes de la Haute-Lesse. Bon, bref, il y a toute une série d'observations faites aussi à titre personnel sur le terrain et qui consistent à mettre en œuvre une technique que vous connaissez probablement, qui est le calcul de l'indice biotique des cours d'eau. Voilà. C'est une méthode qui est vraiment accessible à tout le monde, très simple, et qui permet en quelques minutes vraiment de déterminer, et non seulement déterminer, mais d'attribuer une cote aux cours d'eau en fonction de leur pollution organique. C'est une méthode qui repose simplement sur l'observation principalement des invertébrés, de la vie qu'on trouve, c'est pour ça qu'on parle d'indice biotique. Et donc c'est un travail qui fait avec des petites passoires, il ne faut pas du matériel, on récolte ça rapidement. Et je peux vous assurer qu'en quelques minutes, avec un petit peu d'habitude, on attribue donc une cote au cours d'eau. Et puis dans le cadre des différentes activités auxquelles j'ai participé, que je viens d'évoquer avec vous, j'ai pu en faire des centaines. Des centaines vraiment. En gros, dans le bassin, le sous-bassin hydrographique de la Lesse, donc ça va de Palisol à Houillet, de Beaurain, de l'autre côté à Marchand-Famenne. Tout ça, c'est le bassin, un grand bassin hydrographique qui rassemble 19 communes. Et évidemment, j'habite en Sur-Lesse, donc aussi pour les communes de Nassogne et de Rochefort qui vous intéressent, je crois, plus particulièrement maintenant. Et le constat qu'on fait quand on réalise vraiment sur le terrain ce genre de choses, c'est vraiment assez désolant. Voilà, on arrive vraiment à des résultats qui, depuis des décennies, c'est pas nouveau, et contrairement à ce qu'on dit au niveau de la région Wallonne, moi j'ai la conviction que ça ne s'améliore pas, on a des qualités d'eau qui sont déplorables, désolantes. Alors comment expliquer cela? Tout simplement par notre présence à nous, point et tout. Il suffit qu'un ruisseau traverse un village, une localité, épuré ou pas avec un système d'épuration, c'est le cas ici à Wavreil, et bien vous allez voir l'exemple avec une station d'épuration ici à Wavreil, ce que ça donne quand même pour ce petit cours d'eau qui traverse donc la localité ici. Alors vous allez me dire, mais pourquoi est-ce que je vous donne rendez-vous ici pour parler d'un cours d'eau? Il n'y a pas de cours. Ben si, vous êtes à 5 mètres du cours d'eau. Le cours d'eau qui nous intéresse ici, le Ris d'Anfo, il prend sa source à peu près dans le petit bois qui se trouve derrière la station d'essence, voilà, Nina Setkel a fait très bien. Donc le petit bois qui se trouve là-bas derrière, près de, oui, le cerf, là, oui, le rond-point avec le cerf. Oui, oui, oui. Il prend sa source derrière, et puis très vite, il passe sous le rond-point. On voit, il y a quelques dalles là, qui permettent éventuellement d'aller le repérer, et puis il traverse plusieurs centaines de mètres de prairies, juste ici derrière. Il passe entre le presbytère et la salle de fête qui se trouve là. Il passe juste ici tout près d'eux, et puis anciennement, il a alimenté ce très beau lavoir. On va pouvoir observer ici un petit peu plus. Alors, et puis après il continue, on va le suivre d'ailleurs, c'est pas très loin, on va faire 200 mètres, mais vous n'en verrez rien. Pourquoi? Parce que tous ces 500-600 mètres du tracé de ce petit ruisseau, sont complètement couverts, sont dallés, circulent dans des conduites.
Et voilà, donc il est totalement invisible. Alors ça, c'est des aménagements, je pense, principalement qui datent du remembrement dans les années 70, en tout cas pour ce qui concerne la zone de prairie là-bas plus loin. Et puis ici, on a un aménagement qui doit dater d'une vingtaine d'années, je pense, qui est lié à un aménagement de la place, mais qui n'a pas fait réapparaître le cours d'eau, qui l'a laissé bien caché. On ne le voit vraiment pas. Donc ici, c'est assez difficile de faire un indice biotique, hein, puisque c'est absolument en l'absence totale de lumière. Donc on ne peut pas dire que ce cours d'eau, il y a une vie qui s'y développe. Mais je vous propose d'aller voir quand même ce que nous avons découvert en faisant, c'était en 2010, hein, je crois qu'en 2010, voilà, il a sûrement pris les documents avec. En 2010, en faisant les prospections, l'inventaire, ce qu'on appelle les points noirs dans le cadre du travail du contrat de rivière, qui recensait vraiment pour tout le sous-bassin hydrographique de la Lesse, tous les petits problèmes qui pouvaient se poser un peu partout, des bénévoles ont commencé à circuler le long des cours d'eau pour essayer de repérer éventuellement des éléments, des phénomènes de pollution. Et ici, moi, avec Dany Pierret, que vous connaissez bien, on a prospecté par quelques kilomètres de ruisseaux et de rivières dans la région, et entre autres, on nous avait demandé de nous intéresser au Ridenfall, dont je vous montrerai le tracé vers l'aval par après, parce qu'il est vraiment très très intéressant. Et puis je vais aller vous faire découvrir maintenant ce que nous avons aussi découvert. Voilà. On marche, on fait 200 mètres, c'est pas très loin. Vous avez une pollution organique qui augmente, vous avez une teneur en oxygène dissous dans l'eau qui diminue. C'est tout simple comme principe. Et la faune, évidemment, et principalement cette microfaune des invertébrés, a des besoins variables. Certaines espèces, et on peut en repérer là-dedans quand même. Hein. Vous allez voir par exemple, ici on les voit d'ailleurs, des petits tubifex rouges, des petits verts qui sont très très peu exigeants. Ceux-là, ils sont vraiment dans le bas du tableau de cet indice biotique, ils ont besoin de très très peu d'oxygène dissous. Ça veut dire qu'ils vont aussi supporter des pollutions organiques assez importantes. Et puis on a tout à fait à l'opposé des éphémères ou des plécoptères, des larves de perles, des trichoptères, donc ces fameux friganes, ces larves, des petits bois comme on dit, qui ont des exigences tout à fait variables, mais très importantes. Et c'est clair que leur présence ou leur absence progressive permet vraiment d'attribuer une cote. Ici nous avons quand même fait, mais pas ici, on l'a fait un petit peu plus bas, on obtenait des zéros. Voilà, zéro le cours d'eau, même s'il y a quelques tubifex dedans, au niveau de cette méthode qui a été mise au point par des biologistes français, Verneau et Tuffry. Il y a déjà des décennies, hein, ça a été mis au point dans les années 60-70, je crois, quelque chose comme ça. C'est un cours d'eau qui est mort, voilà, c'est un cours d'eau qui a peu de vie. Maintenant, si on descend un peu progressivement, et ça c'est un élément quand même important à signaler, et c'est quelque chose qu'on constate de façon générale sur tous les cours d'eau, même sur ceux pour lesquels on repère une pollution importante, il y a de la part de ces cours d'eau, si je les personnifie un petit peu, une capacité d'auto-épuration qui est tout à fait étonnante. Quelques centaines de mètres parfois d'un cours d'eau qui a une certaine agitation, qui a des berges naturelles, qui a une pente assez forte, qui circule sur un substrat qui est varié, eh bien ça améliore la qualité, ça réoxygène l'eau. Ça réalise, si vous voulez, d'une certaine façon, le même principe que celui des stations d'épuration, ça le fait de façon naturelle. C'est-à-dire que ça développe aussi toute une vie dedans qui va consommer le polluant et qui va finalement rendre cette eau de meilleure qualité progressivement au niveau de la descente. C'est tout à fait étonnant à repérer cette auto-épuration quand on fait justement des indices biotiques en suivant les cours d'eau et en faisant ces indices tous les kilomètres, tous les 500 mètres. Je crois qu'il y a un monsieur qui veut peut-être passer avec son vélo. Ah non, il s'arrête là, c'est pas plus mal. Ah mais il est avec nous. Ah mais c'est lui, oui. D'accord. Très bien. Donc il y a quelque chose qui donne un peu d'espoir quand même. Hein. Mais malheureusement, le cours d'eau, si vous le suivez, et je vous invite vraiment à le faire un jour, parce que c'est un site tout à fait remarquable, c'est la vallée du Ridenfall. Donc c'est un petit cours d'eau qui va aller se jeter dans la Lesse, un peu en amont du gouffre de Bellevaux, un peu en aval des rapides de la Lesse, pour ceux qui connaissent les rapides de la Lesse à Bellevaux, juste un petit peu plus bas, le cours d'eau arrive là-bas.
Et il a une circulation, un circuit, si vous voulez, un parcours qui est tout à fait intéressant. D'abord, il forme de très très grands méandres. Il démarre ici dans les schistes couviniens, je crois, qui forment le centre du grand plissement qui est l'anticlinal de Wavreil. Mais il va arriver assez vite, là-bas un peu plus loin, dans les calcaires. J'ai une carte géologique ici. Regardez le cours d'eau, le tracé qu'il a, c'est tout à fait étonnant. Donc Wavreil se trouve ici. On a la localité de Wavreil. On voit vraiment, c'est là. On voit vraiment que l'endroit qui est signalé, c'est ce point-ci, la sortie d'eau, puisqu'il est déjà passé près de l'église. Mais on ne le signale plus puisqu'on ne le voit plus sur les cartes, donc il n'est plus présent là. Donc il part vraiment de l'axe de l'anticlinal de Wavreil, et puis il va venir curieusement, et ça c'est un phénomène que les géologues ne critiquent pas encore, se limiter à circuler en faisant ces grands méandres, très beaux méandres, dans les calcaires ici, giveciens, qui sont les calcaires typiques des grottes de la région, de la plupart des grottes de la région. Les grottes de Han, les grottes d'Éprave, les grottes de Rochefort, etc., sont creusées dans ce type de calcaire-là. Alors ça veut dire que là qu'on va avoir, et ça c'est hyper intéressant aussi, des phénomènes de perte et de résurgence permanents, puisque vous savez que c'est la caractéristique du calcaire, on a des entrées, des trous, des fuites si on veut, et des fissures qui s'élargissent progressivement par des processus de dissolution. Et alors, si vous suivez le tracé, il est très probable que maintenant tout l'aval d'ailleurs est complètement à sec, en surface, mais il continue à circuler évidemment souterrainement. On peut imaginer aussi, oui, il ne s'arrête pas, encore que le débit est faible, on est bien d'accord que le débit est très faible maintenant, mais l'eau qui passe ici, elle ne s'arrête pas, elle continue, mais on ne la voit plus. Alors, c'est très intéressant, on peut dire, parfait, le cours d'eau va circuler. Malheureusement, il y a plusieurs éléments qui empêchent aussi cette auto-épuration dont je vous parlais. C'est entre autres les plantations de résineux. Il y a toute une série de zones sur des centaines de mètres qui sont plantées de résineux, très proches. Il y a des réglementations maintenant qui interdisent, je crois que c'est à 10 mètres maintenant pour les zones Natura 2000, et c'est certainement Natura 2000 ou 12, je ne sais pas quoi. Bref, ce n'est pas du tout respecté ou rarement respecté, même si les forestiers font des efforts à ce niveau-là. Donc, il y a aussi, par exemple, un grand étang qui a été aménagé là-bas à côté d'un abri de chasse de M. Dubois de Rochefort, là-bas, voilà. Bref, tout à fait illégalement. Des retenues d'eau comme ça limite aussi fortement cette capacité d'auto-épuration du cours d'eau. Il y a un élément qui est intéressant, c'est la présence du Ridowis. Je sais Non, si, ça doit être celui-ci, je crois. Non, c'est pas celui-là. Je crois qu'il doit être ici de l'autre côté. Rive gauche. Le Ridowis, qui est un des ruisseaux qui lui est de très bonne qualité, qui est de l'autre côté, justement, qui arrive plutôt de Restein, quoi. Non, pas Restein, Tellin, plutôt de là-bas. Et qui vient alimenter. Lui, il apporte non seulement un débit, mais avec une très belle résurgence qui se trouve dessus. Enfin bref, le cours d'eau est très très intéressant d'un point de vue biologique. Mais voilà, quand on lui offre ce type d'eau dès le départ de son cours, vous voyez, c'est assez facilement repérable. Quand vous avez des proliférations comme ça d'orties en bordure de cours d'eau, c'est des apports trop importants en nitrate, phosphate. Et bon, voilà, c'est des plantes qui aiment bien ces sols assez riches. Alors on a la chance d'avoir quand même un représentant de l'INASEP ici, parce qu'en 2010, quand on a constaté ce genre de choses, avec Dany Pierret et avec le contrat de rivière, et avec les naturalistes de Haute-Leste, puisqu'on fait ça un peu en collaboration, c'est la première chose qu'on a fait, on a contacté l'INASEP. Pourquoi ? Parce qu'on avait eu l'occasion, il faut savoir qu'ici un petit peu plus bas, à 300 mètres, même pas, 250 mètres, 300 mètres peut-être, il y a une station d'épuration, qui en principe, nous a-t-on dit à la station d'épuration, on était arrivé quand il y avait un technicien qui travaillait, pas de problème, on ne comprend pas ça, comment est-ce qu'il y a cette pollution ici, puisque la station d'épuration de Wavreil reprenait, pensait-on, ou pensait-il, l'ensemble de l'égouttage, si vous voulez, de tous les quartiers, ou de la plupart des quartiers de Wavreil. Donc il y avait un problème, c'est clair qu'on a une pollution qui visiblement ne va pas vers la station d'épuration, le réseau d'égouttage ne l'amène pas vers la station d'épuration où elle pourrait être épurée en tout cas. Elle arrive quand même visiblement dans le cours d'eau sur un tracé entre sa source et cet endroit-ci. Donc on a fait appel, on a envoyé 2 courriers en fait, un à l'INASEP et un à la commune de Rochefort. Alors, il faut reconnaître que l'INASEP a été très très réactif. Je crois que c'est le lendemain ou surlendemain. Il y a une grosse équipe de l'INASEP avec le représentant ici qui est arrivé à Wavreil en disant bon,
il faut qu'on essaie de comprendre ce qui se passe. Et on a ouvert, vous avez ouvert des tacs un petit peu partout, il va expliquer ce qu'il en est. On n'a pas eu de réaction de la commune, enfin bon, ça c'est un autre problème. Et alors on va avoir la chance maintenant, puisque ce constat et toute cette information, et cette alerte, si vous voulez, qu'on a un peu lancée, c'était en 2010, nous sommes 7 ans plus tard. La parole est maintenant au représentant de l'INASEP. 10 ans plus tard. Voilà. Mais tu m'avais déjà dit en 2010, bon, il y aura des travaux qui se feront, mais il ne faut pas t'attendre à ce que ça se fasse avant 2015. Ce qu'il faut, c'est... Est-ce qu'on peut se présenter, parce qu'ils enregistrent, et surtout dire à tout le monde ce qu'est l'INASEP. Alors, l'INASEP, oui, je vais préparer une petite introduction. Donc, l'INASEP, c'est une entreprise publique qui réalise plusieurs services, dont de la distribution d'eau, des bureaux d'études, de l'épuration, un laboratoire agréé, etc. On est 310 et le département dont je m'occupe traite strictement de l'épuration. Donc nous sommes de Nantes, à exploiter 103 stations d'épuration, il y a quasi 400 stations de collecte d'eau usée, stations de pompage et 800 km de collecteurs. Donc le budget de ce service est d'environ 13 millions d'euros. Et nous visons avant tout à exploiter correctement des ouvrages de collecte et de traitement d'eau usée, donc des stations d'épuration. Vous sentez là que je ne parle pas d'égouttage. Quand on était sollicité, on a cherché à comprendre ce qui se passait parce qu'on pensait à une défaillance de notre réseau de collecte ou de sa station d'épuration. Donc on s'est mobilisé pour tenter de comprendre ce qui s'est passé. La situation est complexe et il faut un certain nombre d'années pour commencer à cerner, à diagnostiquer les causes et effets. Donc si on reprend depuis la source de ce ruisseau, le fil de l'eau, on démarre dans un bois, comme Marie l'a expliqué, on démarre dans un bois où l'eau est déjà exploitée sous une forme diverse. Je crois qu'il y a une petite pisciculture, donc tout de suite ce bien est approprié. Je n'ai pas d'éclairage juridique là-dessus, mais enfin c'est comme ça que ça se passe. Ensuite, les eaux de ce ruisseau rencontrent les eaux usées descendant de la rue qui va vers Rochefort. Là, il y a effectivement des premières eaux usées qui contaminent le cours d'eau de manière modérée, parce qu'on ne parle pas d'une dizaine de personnes toutes équipées de fosses septiques. Après ça, il y a un long chemin rectiligne, probablement un tracé issu du remembrement, où on a un tuyau de mémoire de 110 orange qui aboutit là, qui génère de la matière organique. Non loin, une ferme, une exploitation agricole est présente. Donc là, il y a peut-être des pistes de réflexion à mener qui ne sont pas de notre sort. Après ça, on se retrouve à l'entrée du village en fréquentant l'arrière de la salle. Hein, il y a un petit parking et on rentre dans le village qui a fait l'objet d'un aménagement il y a une vingtaine d'années. Alors, la situation est compliquée, à savoir qu'il y a une vingtaine d'années, ces travaux ont, semble-t-il, conduit à des rejets directs, 2 rejets importants directs d'eau usée vers le pertuis, donc le ruisseau. Le premier rejet est un gîte qui se situe là adossé à l'église, et le second rejet est une salle communale. Donc, ces 2 activités échappent à l'épuration des eaux usées. C'est une charge organique qui est variable, mais qui peut s'avérer fatale pour un milieu récepteur comme celui-là. Donc là, on a affaire vraiment à une situation où on est dans le triangle propriété, égouttage, collecteur. Alors, nous, ce qu'on a tenté de faire, c'est de proposer à la SPGE, qui est notre bailleur de fonds, une intervention. Voilà, donc on a étudié le projet sur fonds propres pour proposer une solution idéale et appropriée, qui est celle d'ouvrir la place et d'aller chercher ces 2 conduites qui ont échappé et qui reviennent finalement dans le milieu naturel pour aller les conduire vers la station d'épuration. Avez-vous une petite idée du coût de ces travaux-là? Donc je vais vous donner un petit indice. Hein.
Il y a 72 mètres de conduite à poser. Oui, bon, ça va, c'est du blocage. C'est pas énorme, quoi, Donc- mais Non, c'est pas énorme. Il y en a pour 91 036 €. Voilà. Donc c'est une maladie.